Les belles lettres déploient la carte des siècles pour nous entraîner au contact d'une langue qui noue à chaque époque s'émaille aux couleurs, à la matière, aux objets qui font de la charge des mots et en guident la direction. Du grand siècle aux côtés de Faith Bisley, qui nous entraîne de Versailles à la rencontre du Taj Mahal, à celui des Lumières qu'Aurélia Gaillard nous peint par le prisme de l'invention de la couleur, de Newton à Goethe, jusqu'à l'orgueil d'un drapeau, celui qui croise la route et les recherches d'Odile Roinette entre la France et l'Allemagne de 1870 à 1945. Les voix de l'histoire attendent qu'on vienne à leur rencontre pour se faire entendre. Quels sont les récits qu'il appartient aux historiennes de traduire pour nous? D'où se déploient-ils? Que doit-on entendre? À la bibliothèque centrale de Versailles, Faith Bisley nous entraîne jusqu'aux Indes, grâce au salon de Madame de la Sablière, par le pouvoir d'une phrase que Madame de Lafayette écrit dans La Princesse de Clèves. Comment saisir la parole de ces salons, cette parole que l'on croit envolée, mais qui a pourtant façonné la littérature, l'économie, la politique? L'histoire en général du grand siècle est connue surtout à travers l'optique du grand roi Louis XIV, de Versailles, etc. Mais depuis 40 ans, je travaille plutôt sur l'histoire, que je ne dirais pas l'histoire privée, mais l'histoire particulière de tout un autre milieu, qui est un milieu qui est unique à la France, et ça c'est le milieu des salons. Ces salons du XVIIe siècle, en commençant par le salon de Rambouillet, de la marquise de Rambouillet, étaient des lieux où on avait un mélange d'hommes et de femmes. Ce n'étaient pas des lieux féminocentriques, où en plus on ne recevait pas seulement le savoir des autres, mais on créait le savoir. Alors, quand j'ai découvert, ou quand je me suis aperçue que Manuel Sablière était en contact donc, avec Bernier, avec Lafayette, même de Sévigné par exemple, et toutes sortes de grands penseurs, c'était un milieu extrêmement hétéroclite, je me suis demandé, bon, quel était, quand on disait les Indes ou l'Inde, qu'est-ce que ça voulait dire exactement? Si les Indes ont enrichi l'imaginaire et le quotidien de la France du grand siècle, qu'en est-il des couleurs, qui au XVIIIe prennent un élan, qui leur permet de franchir la barrière des domaines et de faire jaillir toutes leurs nuances dans la gamme du vocabulaire de leur siècle? Aurélia Gaillard explique pourquoi elle a choisi de parler d'invention de la couleur. C'est multifactoriel, il y a un ensemble d'éléments qui apparaissent, pour être très précis, dans les années 1672 ou 1670, qui sont d'une part des théories physiques de la couleur, on connaît bien sûr Newton, mais ce n'est pas le seul, et une mondialisation des échanges avec une politique en France colbertiste liée à l'empire colonial qui se met en place, et également des théories de peintres qui vont défendre le coloris, une querelle dite du coloris et du dessin. Ces éléments mis ensemble circulent entre eux et peu à peu entrent dans la langue. Et donc on a à la fois un développement quantitatif de la couleur, lié essentiellement à l'apport de produits liés aux colonies, de changements de vie, etc. Et cet élément-là fait que la couleur va devenir non seulement un concept, mais entrer dans la vie quotidienne, entrer dans la langue, et donc le développement quantitatif devient aussi un développement qualitatif, et la couleur change de sens en fait au XVIIIe siècle, et entre dans notre conception de la couleur. Ma thèse, c'est vraiment qu'on a un basculement, une rupture avec la façon de concevoir la couleur avant, qui pour moi n'est pas ce que nous appelons couleur, c'est-à-dire le chrome, c'est-à-dire qu'avant, c'est plutôt une couleur qui est liée à des valeurs, à une symbolique, qui ne prend pas en compte le chrome. Et à partir du XVIIIe siècle, on va entrer dans cette
prise en compte, dans cette valorisation, dans cette conceptualisation de la couleur, qui pour moi est toujours la nôtre. C'est pour ça que je parle d'invention. C'est à ce moment-là, quand il y a une rencontre entre un concept, un nom et un usage, véritablement, on peut dire qu'on change de cadre de représentation du monde et qu'on a désormais, depuis le XVIIIe siècle, un cadre de représentation du monde en couleur. Ce qui est pour nous une évidence, ne l'est pas du tout en fait avant. Les couleurs, justement, rassemblent un peuple sous un même étendard, de l'Antiquité à nos jours. Odile Roinette nous dresse à l'Institut historique allemand un portrait des drapeaux, ces objets que l'on tient pour l'âme d'un pays et qui sur le champ de bataille parlent, rappellent, racontent, tout comme celui du 36e régiment d'infanterie, dont l'historienne a choisi de suivre la route à travers les campagnes, les frontières et les époques, de la bataille de Fröschwiller-Wörth aux archives de Versailles en passant par Munich et Paris. Il y a une part de hasard, il y a une part d'impondérable dans la recherche historique, et c'est aussi ce qui la rend si passionnante. Je suis un peu tombée par hasard sur une image sur Internet de la soie de ce drapeau extrêmement abîmé. Donc, c'est une carte postale noir et blanc, donc, qui figure sur la première page du livre en introduction de l'ouvrage. Et j'ai été saisie par cette image, et peut-être principalement parce qu'il y avait ce contraste incroyable entre une sorte de fond assez sombre de l'image et un trou très, très clair en fait au centre, qui à première vue m'a paru être un trou d'obus ou de balle qui avait perforé en fait ce drapeau. Et finalement, j'étais face à un fragment de violence, pour reprendre l'expression d'un historien de la guerre, Bruno Cabane, que je trouvais absolument fascinant. Et je trouvais aussi fascinant que les contemporains du début du XXe siècle, donc on est plus de 30 ans après l'événement, continuent à diffuser la mémoire et à entretenir la mémoire de cet événement par la carte postale. La carte postale étant un objet finalement extrêmement diffusé, beaucoup plus que le livre, beaucoup plus que l'affiche. Et je me suis dit, mais au fond, pourquoi les contemporains ont-ils entretenu autour de cet objet un véritable culte? Et c'est ainsi qu'a commencé en fait cette enquête. Des récits d'un drapeau, aux échanges intellectuels et économiques entre le Royaume de France et les Indes, en passant par les nuanciers et écrits qui traversent les siècles, comment lire ce qui parvient jusqu'à nous, avec la trace du temps? On considère souvent le XVIIIe siècle comme l'ancêtre de notre modernité, et donc avec une rupture épistémologique entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. C'est dans ce cadre de rupture épistémologique qu'on va avoir une désectorisation de la couleur, une circulation entre les domaines qui permet justement ma thèse, qui est celle d'une invention de la couleur. Alors, du point de vue des matériaux réunis, effectivement, pour asseoir ma thèse, il fallait que je puisse prendre en compte le quotidien des gens, la langue commune, pas seulement la littérature, même si la littérature est un bon indice, mais amener un certain nombre de preuves. Et comme il y a désectorisation et circulation, eh bien, il a fallu que j'aille chercher effectivement en histoire des sciences, en histoire matérielle, en histoire de l'art, en langue. La parole de l'histoire est composée de lettres muettes qu'il nous appartient d'entendre et de voir. Il y avait aussi tout un artisanat, tout un pan du monde de la conservation qui était impliqué dans la survie de cet objet. Et puisque j'ai aussi beaucoup cherché à savoir, sans évidemment toujours y parvenir, parce que l'historien, malgré tout, a des limites, ce sont les femmes qui ont, à un moment donné ou à un autre, regardé cet objet, qui l'ont tenu dans leurs mains,
qui l'ont sauvée aussi, puisqu'en particulier après 1871, c'est une femme, la femme d'un adjudant qui avait la garde de ce drapeau, qui l'a finalement transmis au colonel du régiment. C'est par elle qu'on a retrouvé qu'on a conservé cet objet. Et ça m'a beaucoup intéressée parce que j'ai travaillé aussi beaucoup sur la construction de la masculinité, sur ce rapport entre hommes et femmes autour des expériences militaires. Et voilà, le rôle des femmes, le regard des femmes, dans les foules qui se massaient autour des drapeaux pour les défilés militaires, pour les commémorations, il y a des enfants, il y a des femmes, et ces acteurs sociaux qu'on a du mal à voir, de temps en temps, ils ressurgissent autour de cet objet. Et ça m'a beaucoup, beaucoup intéressée. Pour moi, l'essentiel en écrivant l'histoire, c'est de regarder comment on a construit l'histoire, s'interroger sur surtout les silences de l'histoire. Pas seulement ce qu'on a dit, mais ce qu'on n'a pas dit, ce qu'on a suggéré. Faut remplir les silences. Là, j'ai toujours été inspirée par Michel Perrault, qui parle énormément de ces silences, surtout pour les femmes. Comment retrouver ces silences? C'est souvent en regardant, par exemple, les lettres, donc des sources de l'histoire qu'on avait tendance à dire « Ah non, c'est trop personnel, ce n'est pas l'histoire officielle ». Mais cette histoire avec H majuscule a été écrite par des hommes. Plus de la moitié du monde, c'était pas masculin, donc il faut retrouver ces autres formes de l'histoire. Pour moi, Madame de Sévigné, par exemple, est une historienne. Elle est philosophe aussi, elle est historienne. Elle ne parle pas seulement à sa fille, elle parle à son siècle. Et elle est en conversation constamment avec son siècle. Un roman comme La Princesse de Clèves est en conversation avec l'histoire, avec H majuscule. C'est fondé, il y a très peu qui n'est pas vérifiable, qui n'est pas de la grande histoire. Il y a la princesse elle-même, mais elle est le seul personnage qui n'est pas fondé dans l'histoire. Tout ce que dit Madame de Lafayette, par exemple, dans La Princesse de Clèves, peut-être, il y a cette histoire d'amour qui est inventée, mais quand les histoires intercalées sur l'histoire, qui sont vraiment de l'histoire, c'est une sorte de réécriture de la mémoire. Et il faut ouvrir l'esprit, il me semble, à ces voix qui sont souvent cachées dans les romans, dans les lettres, etc., et les intégrer et les mettre en conversation avec l'histoire telle qu'on l'a construite aujourd'hui. À travers leurs livres, Faith Beasley, Aurélia Gaillard et Odile Roinette nous invitent à nous mettre en conversation avec l'histoire et donc avec notre époque qui en hérite. Faire que chaque archive devienne une lettre, belle sous le cachet de leur maison d'édition, parvenue à destination des lectrices et des lecteurs.